Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc pour le lancement de cet après-midi donc de forum matière spécial paille. Ça fait vraiment très plaisir de vous voir nombreuses dans l'auditorium et je crois aussi que vous êtes nombreux à distance. Voilà, donc quelques mots pour introduire cet après-midi. Voilà, ça fait déjà toujours plaisir de voir cette dynamique collective. Il y a plein de choses qui ont été prévues et donc bravo à toute l'équipe qui a contribué à cette journée et donc au premier rang desquels Loïc et Sophie Intersinger. Donc cette question de la paille, elle se rattache très directement au M de MC2B. Donc vous vous souvenez que le premier pilier de ce M, c'est déjà éviter de mobiliser des ressources neuves. Donc là, c'est tout le travail autour, évidemment, du juste besoin à construire pour le juste besoin, et deux, du réemploi. Clin d'œil à Valérie. Et puis le deuxième pilier, c'est dès lors qu'on va mobiliser de la matière nouvelle, et bien de faire en sorte qu'on mobilise plutôt des ressources renouvelables. Et donc, évidemment, la paille a toute sa place là-dedans. Donc, on a eu, vous avez dû suivre, qu'on a lancé il y a 1 an et demi maintenant, cette dynamique d'appel à projet du pouvoir transformatif du petit projet. On a eu donc la saison 1 qui a été bouclée récemment, on a fait une restitution, la saison 2 est en cours, il y aura bientôt une saison 3 avec plein de propositions pour pousser le curseur un peu plus loin dans les projets. Il y a eu quelques sujets autour de la matière, certainement que la paille est un sujet encore à creuser, à intégrer, à défricher presque sur nos projets. Voilà, c'est chouette que cet après-midi vous permette d'avoir un peu plus d'intimité avec le sujet. Alors on va en parler juste après. On a évidemment déjà quelques jolies références chez AREP de construction paille. Il y a des projets qui sont en étude évidemment. Mais peut-être alors un mot, une idée clé importante qui sera répétée aussi, mais que je me permets de souligner, c'est qu'en fait, construire en paille, pour certains domaines d'emploi, c'est déjà inclus dans les règles professionnelles. Voilà, donc ça ne suppose pas de démarches compliquées, de prise de risque pour le donneur d'ordre, donc pour les mises en œuvre en FOB, en MOB, dans des caissons préfabriqués aussi. Enfin, voilà, il y a tout plein de modèles d'exposition là qui sont juste à côté que vous pourrez aller toucher. Donc voilà, on est déjà dans le champ des règles professionnelles. Et puis il y a d'autres usages qui vont bientôt y arriver. Il y a l'utilisation donc d'ITE. Et puis voilà, la profession aussi travaille à d'autres usages et en particulier la paille structurelle. Donc voilà, c'est très chouette donc de pouvoir développer en fait notre culture générale toutes et tous sur ces sujets-là. Et peut-être quelque chose que je trouve particulièrement réussi dans ces forums matières, c'était le cas déjà la dernière fois, donc en novembre, c'était ça, l'année dernière, c'est ça, c'était il y a 1 an. C'est que vous allez pouvoir toucher, en fait, il y a des ateliers. Si vous n'êtes pas inscrit, je crois d'ailleurs que c'est toujours possible de passer les voir malgré tout. Voilà. On peut toucher, on peut sentir. La matière, c'est aussi ça, en fait. C'est aussi un contact physique, concret, j'oserais presque dire sensuel, parce que c'est ça qui convainc et qui donne envie. Et je crois que pour porter un sujet comme celui-là, faire bouger un peu les lignes, on a besoin tout simplement d'envie et d'enthousiasme. Et je crois voilà, que avoir un contact avec ce qu'on se propose d'étudier, ça met un peu d'essence, la métaphore est mal choisie, dans le moteur de l'envie. Voilà, et merci et bravo encore pour l'organisation. Merci Émilie. Bonjour à tous. C'est vrai que ça fait plaisir de vous voir si nombreux. Avec Sophie l'année dernière, on avait organisé ça un petit peu comme ça, en se disant on va voir ce que ça donne et tout ça. On a essayé de faire au mieux. On a vu que ça a bien pris et donc là, on s'est dit qu'on réitérait et ça marche encore a priori. Ça a l'air d'intéresser au moins des gens. Ça fait plaisir. Donc, l'idée, l'année dernière, on avait... Ah bah, il y avait une page. L'année dernière, l'idée, c'était de présenter un peu toutes les filières de bio et géosourcées et de
permettent à tout le monde de comprendre un petit peu dans quel milieu et comment ça se passe aujourd'hui et qu'est-ce qui est possible. Là, on s'est dit qu'on allait aller plus loin sur une thématique particulière, donc là, en l'occurrence, la paille. Là, de se dire, d'avoir à la fois les fournisseurs, les entreprises qui aujourd'hui construisent en paille, réalisent, que ce soit des charpentiers qui font du MOP, du FOB, des fournisseurs de paille, des fournisseurs de matériaux, de panneaux. Donc voilà, et aussi de se dire, comme l'année dernière, il faut que les gens touchent la matière, il faut qu'ils expérimentent, et donc c'est ce que disait Émilie, et on a 3 ateliers organisés par le collectif Paille, donc l'association qui accompagne à la promotion de la paille en si ça revient. Et donc voilà. Et voilà, l'idée c'était de pas faire comme l'année dernière une conférence de 3 ou 4 heures où tout le monde s'enchaîne, mais vraiment juste une petite conférence rapide où le collectif Paille va présenter un petit peu les grands enjeux de la paille, rappeler un peu le contexte. Je vous parlerai rapidement des projets qu'on fait chez AREP aussi, de voir qu'on le fait. Et les entreprises se présenteront en 1 minute max. Voilà, ça tient. Juste pour montrer qu'elles sont là. Et l'idée, c'est qu'après, elles aient tous les stands. Donc, vous allez les voir là-bas. Et vous pouvez leur poser toutes les questions du monde. Ils seront très contents de vous répondre. Donc, voilà. Donc, je laisse Julien présenter en une petite demi-heure. Oui, je vais essayer de ne pas être trop long. Donc, construire et rénover avec la paille en France en 2025. La première question. Hop. Donc là, on présente le réseau français de la construction de paille. C'est un réseau qui... hop, je ne sais plus si ça y est après. Je n'ai pas appuyé sur ce qu'il faut. Hop. Oui, je vais parler un tout petit peu d'histoire et puis je vais revenir après sur le réseau. La paille, comme la terre crue, comme le bois, ce sont des matériaux qu'on utilise historiquement depuis, j'allais dire, commencer à construire. Et c'était souvent la paille mélangée avec la terre. Lors de l'industrialisation, on a commencé à se dire on pourrait peut-être industrialiser les champs. Et c'est à ce moment-là qu'aux États-Unis, au Nebraska, ils ont eu l'idée de faire des bottes de paille. C'était beaucoup plus facile pour eux de transporter de la paille, de la manutentionner et de ne pas perdre trop en efficacité à manipuler 50 fois avec la fourche. Là, ils ont fait des bottes de paille et ils pouvaient les transporter facilement. Ce qui s'est posé tout de suite après, c'est comment stocker cette paille. Et ils ont eu l'idée d'empiler ces bottes de paille, de faire un toit au-dessus. Et finalement, ça a très bien tenu. Et ils ont même grappillé un peu des bottes au milieu. Finalement, les premières constructions en paille, en bottes de paille, sont nées comme ça. C'était du stockage de paille qu'ils ont protégé. Et ça date de 1886. C'est une démarche qui s'est plutôt pratiquée aux USA, mais en 1920, après la Première Guerre mondiale, il fallait reconstruire. Et il y a un ingénieur, M. Feuillette, qui a eu l'idée de construire avec de la paille, lui aussi. Il a fait une maison à Montargis, qu'on appelle aujourd'hui la maison Feuillette, qui a donc un siècle, qui, à ma connaissance, n'a pas été particulièrement rénovée depuis. Et elle est encore debout, elle est encore en bon état, les enduits vont bien, il y a des sondages qui ont été faits, la paille dedans est en parfait état. Donc ça montre qu'on peut construire avec de la botte de paille en France et durablement. Et dans les années, fin des années 60, hop, là on a marqué 1980, d'accord. Il y a un renouveau de la construction paille avec au début plutôt de l'autoconstruction. Des gens qui se sont dit, finalement, on peut construire avec de la botte de paille. Et puis, ça marchait bien, ils avaient de la demande, donc ils se sont, entre guillemets, professionnalisés. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, c'est bien, mais il faudrait peut-être qu'on se fédère un peu, qu'on a à avoir des techniques qu'on se partage et qui soient reconnues. Et c'est comme ça qu'est né le réseau français de la construction paille en 2006. Création du réseau français de la construction paille, les compagnons en 2006. Suite à ça, ils se sont dit qu'il fallait réussir à créer des règles communes.
Et c'est comme ça qu'ils ont travaillé sur la mise au point des règles professionnelles de la construction paille. Donc, si vous ne l'avez pas encore, il faut vous le procurer. C'est la Bible pour la paille. C'est ce qui nous permet d'être en technique courante dans un grand nombre de cas. Et voilà, 2012, technique courante. Et puis, il y a un certain nombre de bâtiments qui ont été construits derrière en technique courante, sachant qu'avant, on était en technique non courante, mais que ça marchait très bien. La maison Feuillette à Montargis en 1920, elle était en technique non courante et les règles professionnelles sont arrivées presque un siècle après. Mais ça n'empêchait pas de faire du bon boulot. Et puis, on a eu des FDES qui ont été créés avec la caractérisation de la paille et de son impact carbone, de sa résistance thermique, et qui nous permet d'avoir des très bons résultats, des très bonnes valeurs. À titre d'exemple, une botte de paille qui vient du champ, qui fait 37 cm d'épaisseur, 36, 37, hein, c'est assez standard, nous permet d'avoir une résistance thermique de 7,5. Je compte toujours dans le sens de l'unité derrière, donc je vais me dispenser de la donnée. Mais à titre d'exemple, c'est le niveau qui est demandé pour faire une construction passive au niveau des murs. Donc simplement en prenant une botte de paille produite dans le champ, pas très loin de chez soi, en la mettant en mur, et ben on a tout de suite une résistance thermique qui nous permet d'avoir un grand confort. Et en ce moment, on a POP 2030, donc à partir de 2024. POP 2030, c'est pour des ouvrages en paille, une subvention de l'ADEME qui permet de faire un certain nombre d'études complémentaires, parce que les règles professionnelles couvrent un certain nombre de cas d'usage, mais on voudrait aller beaucoup plus loin. Il y a la paille qu'on fait déjà en technique non courante à de multiples reprises. Ça marche très bien, donc on voudrait les passer en technique courante. Et donc, pour des ouvrages en paille, ça permet de faire un certain nombre d'essais en laboratoire, de caractériser, de vérifier que ce qu'on fait va être, entre guillemets, répétitif, qu'on va pouvoir le répéter et qu'on va pouvoir garder la qualité et éviter de la sinistralité. Donc, je reviens légèrement en arrière. Donc, voilà. Le réseau français de la construction paille, il est divisé, il est national, mais il est divisé en régions. Et il y a un certain nombre de régions qui sont, on va dire, agréées avec des collectifs locaux. Donc, c'est le cas pour moi et mes collègues du collectif paille. On représente le réseau français de la construction paille en Île-de-France. Et le but de l'association, c'est de promouvoir la paille sous toutes ses formes. Nous, on est convaincus que c'est un matériau qui est un matériau d'avenir. C'est un matériau qu'on devrait voir partout. Mon t-shirt en atteste. Hein. Bientôt sur vos murs, on va mettre de partout parce que ça va permettre d'avoir un grand confort, une bonne conscience. Parce que mine de rien, quand on va construire avec de la paille, eh ben, on va éviter plein d'émissions carbone et on va garder du confort. Donc ça, c'est très intéressant. Et on va pouvoir répondre à toutes les questions après, du genre, la ressource. Donc là, ça, c'est une information nationale. 1% de la paille produite chaque année. La paille, c'est un coproduit d'agriculture. On ne sème pas pour avoir de la paille, on sème pour avoir des grains qui vont nous servir à avoir des céréales. On est un pays où on mange beaucoup de pain, donc on a surtout travaillé la paille de blé. Donc les règles professionnelles aujourd'hui sont sur la paille de blé. Mais justement, dans POP 2030, on teste la paille de riz, on teste d'autres types de paille. Parce qu'effectivement, quand on est en Camargue, par exemple, il y a beaucoup moins de blé, il y a beaucoup plus de riz. Et c'est aussi un coproduit, donc il faut pouvoir l'exploiter. 1% de la paille permet d'isoler 10% des constructions neuves chaque année. Moi, j'aime bien extrapoler, ça veut dire que si on dit 10% de la paille chaque année, on isole 100% des bâtiments. Il n'y a aucun problème de ressources. Sachant qu'en plus, il y a une bonne partie de la paille qui est laissée au champ et qui n'a pas vraiment d'utilité au champ. Ce qui est beaucoup mieux pour les champs, c'est la paille qui a été utilisée en litière. Ça, c'est plus au niveau permaculture, au niveau enrichissement du sol. C'est l'équilibre carbone-azote. Et donc, en litière, les déjections animales permettent de beaucoup mieux transformer la paille en humus. La paille laissée seule au champ, elle a une utilité, mais elle est bien moindre. Donc, si elle n'est pas utilisée en litière, souvent, c'est qu'on n'avait pas su la valoriser. Donc, pas de problème de ressources. Et il y en a partout en France. Et en Île-de-France, les statistiques, on est beaucoup plus construit en Île-de-France.
Il y a quand même beaucoup de production de paille, parce que l'Île-de-France, ce n'est pas que Paris Intramuros, hein, c'est beaucoup plus large. Donc, il y a pas mal de production céréalière en Île-de-France. Et on est plutôt sur l'ordre de 3% de la production de paille en Île-de-France qui isolerait 10% des constructions d'Île-de-France. La vie du bâtiment, bénéfice des qualités de la paille. Elles sont nombreuses. Genre, je ne vais peut-être pas tout lire. Vous allez avoir cette slide qui est représentée également sur le mur là-bas. La plupart des slides que vous allez voir sont représentés sur les panneaux qui sont derrière et qui sont la mise à jour du livret construire avec la paille du champ au bâtiment. C'est une mise à jour qui va être lancée en impression, qui est déjà disponible en version informatique et qui intègre un petit peu toutes les évolutions qu'il y a pu y avoir depuis 3 ans, je crois, qu'il avait été fait celui-là. Je vais quand même dire quelques mots. On nous parle souvent de l'incendie. Je ne sais plus ce qu'il y a après. Hop. Tac, tac, tac. On nous parle souvent de l'incendie. L'incendie, oui, la paille, ça brûle, mais ça brûle en surface. C'est-à-dire que la paille plus virulente, la paille qu'on va... Le moment le plus dangereux sur un chantier paille, c'est la construction. C'est le moment où on a des brins de paille qui traînent un peu partout. Si ces brins de paille, ils peuvent brûler. Une fois qu'on a mis en œuvre la paille, déjà la paille ne doit jamais rester apparente. Elle doit toujours être couverte par quelque chose, un enduit, un panneau. Elle ne reste jamais apparente. Et quand bien même elle serait apparente, elle brûlerait en surface et après elle se consumerait très lentement à l'intérieur. J'ai vu, il y a une vidéo, nous ne sommes pas que des cobayes, nous ne sommes pas des cobayes qui diffusaient dans la cafette juste à côté, où ils ont fait l'essai avec des pompiers. C'est assez intéressant de voir qu'il fait presque 1000 degrés dans le petit cabanon qu'ils ont fait, il fait toujours 23 degrés de l'autre côté de la surface de la boîte de paille. Donc ça c'est le feu. On va parler des rongeurs. Les rongeurs, en fait, ils sont un peu comme nous, hein, ils aiment les endroits qui sont chauds et douillés. Donc, ils se disent la paille, ça peut être intéressant, mais ils s'intéressent à tous les isolants. Ça marche aussi dans le polystyrène, ça marche aussi dans la laine de bois, ça marche aussi dans la plupart des isolants. Donc, on ne peut pas dire que la paille attire particulièrement les rongeurs. Il n'y a rien à manger dans la paille. Tous les grains ont été récoltés. Donc, la paille n'est pas plus attractive pour les rongeurs que d'autres isolants. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre généralement? Résistance aux insectes. Résistance aux insectes, on a fait l'essai, pas moi personnellement, mais au sein du réseau français de la construction paille, des essais ont été faits sur les termites. Et typiquement, les termites se développent beaucoup mieux dans l'ossature bois que dans la paille elle-même. La paille n'est vraiment pas appétante. Une population de termites dans la paille diminue. Donc, en fait, elles n'ont rien à manger dans la paille. Ça, c'est aussi un élément important. La paille, la botte de paille, est support d'enduit. Donc, on peut enduire directement sur la botte de paille. On n'est pas obligé de mettre des panneaux, on n'est pas obligé de faire des choses compliquées. En technique courante, on est dans une ossature bois. Il y a des techniques non courantes. Par exemple, aussi dans les règles professionnelles en cours d'écriture, il y a la paille porteuse. La paille porteuse, comme son nom l'indique, on ne met pratiquement pas de bois. En tout cas, il n'y a pas d'ossature verticale. Et on s'appuie directement sur les bottes de paille. Finalement, comme ce qui s'est fait à l'origine de la botte de paille au Nebraska. Et cette paille-là, on peut directement l'enduire. Donc, on n'est pas obligé de rajouter une ossature dessus pour tenir un parement qui vient dessus. On peut l'enduire directement puisque la paille est support d'enduit et ça fonctionne très bien. Confort été-hiver. Si, il faut quand même que j'en parle aussi parce que je vous parlais de résistance thermique tout à l'heure. 7,5. Très bien. Mais ça ne fait pas tout. La paille, c'est un isolant, mais c'est un isolant qui est relativement lourd. C'est un isolant qui va avoir un bon déphasage. C'est un isolant qui va permettre d'avoir 12 à 14 heures pour une botte classique de déphasage entre le pic de chaleur à l'extérieur et son arrivée dans le bâtiment. C'est quand même très intéressant parce que ça nous permet largement d'arriver dans la période plus fraîche de la nuit, voire la plus fraîche de la nuit, et donc de surventiler. La surventilation nocturne va permettre de compenser le pic de chaleur. Donc cette notion de confort d'été devrait devenir le sujet prioritaire. Là, effectivement, on fait cette journée en hiver, donc on est plutôt avec des pulls, on est plutôt à se dire qu'il faut se protéger du froid, mais en fait, mettre un pull, c'est facile. Quand on est déjà en t-shirt en été et qu'on ne peut plus enlever grand-chose, on est très ennuyé. Donc le confort d'été devrait devenir le sujet primordial.
Ressources locales, je l'ai évoqué. Plus de carbone. J'aime bien dire aussi, la paille, c'est un produit qui se renouvelle tous les ans. On va dire, on peut faire plein d'autres isolants biosourcés. Il y a plein d'autres isolants biosourcés qui ne se reproduisent pas forcément tous les ans. Il faut plus de temps avant de pouvoir le prélever à la nature. Donc là, c'est quelque chose qui va permettre de stocker du carbone et sans avoir à prendre de la surface agraire dans le pays. Donc renouvelable abondante, biodégradable. Oui, alors on peut voir ça comme un inconvénient. Biodégradable, ça veut dire qu'à la fin de la vie du bâtiment, on la remet au sol, elle va se dégrader relativement vite. Par contre, dans le bâtiment, en principe, il ne pleut pas, sinon on a un problème quelque part. Si on a bien géré l'hygrométrie, le transfert de vapeur d'eau, eh bien, on n'aura pas de condensation dans la paille, on n'aura pas d'eau qui viendra du ciel ou d'une canalisation et qui irait dans la paille. Et donc, notre paille n'a aucun risque de pourrir. Les sujets biodégradables sont à partir du moment où les sujets hygrothermiques sont mal gérés. Et c'est assez intéressant, moi j'avais eu ce retour, qui était de dire, mais finalement, cette problématique d'humidité, elle est valable dans la laine minérale. Sauf qu'en laine minérale, elle ne va pas pourrir, elle va juste perdre ses caractéristiques isolantes. Donc on se dit, ah bah c'est bizarre, ma laine, elle s'est tassée. Je trouve qu'il faut en remettre 10 ou 15 cm dans les combes parce qu'elle ne fait plus trop son office, etc. Bah oui, c'est normal. Comme tout isolant de ce type-là, on va avoir un point de rosée. Ce point de rosée, s'il n'a pas été géré avec un frein-vapeur, un pare-pluie, une perspirance bien prévue, eh bien, on ne se pose pas la question et on laisse la condensation se faire et l'isolant se dégrader. Dans la paille, on a conscience du phénomène. Effectivement, derrière, si on ne le gère pas, il peut y avoir des moisissures qui se développent, mais en fait, ce n'est pas censé se produire dans quel isolant que ce soit. Donc finalement, c'est plutôt une qualité de se dire, ah, là, mon isolant, enfin, il y a une mauvaise odeur, entre guillemets, c'est en train de pourrir, bah, c'est que j'ai un problème d'eau quelque part. J'ai une fuite au toit, j'ai une fuite sur une colonne d'eau quelque part. Et la paille qui pourrit, ça nous donne une indication olfactive assez vite. Le bois, par exemple, parce qu'on met de la paille dans de l'ossature bois, puis on fait plein d'ossature bois sans mettre de paille dedans aujourd'hui. Le bois, lui, s'il pourrit, c'est la structure qui se dégrade. Donc finalement, c'est intéressant d'avoir une alerte assez vite pour nous dire, attention, il y a un sujet d'humidité, il faut le gérer, plutôt que d'attendre que les dégâts soient sur la partie structurelle. Allez, je vais avancer. Donc le matériau paille, hop, ça c'est les dimensions. La densité, c'est 120 kg au mètre cube. Pourquoi la densité est importante? Elle est importante pour le côté résistance au feu. Je disais tout à l'heure que la paille plus virulente va brûler facilement. La paille qui est dense, elle ne va pas brûler facilement. Donc au niveau résistance au feu, c'est important qu'elle soit, quelle que soit la façon dont elle est mise en œuvre. Ensuite, ça va être important aussi pour la partie stabilité, parce que si on a la paille comme support d'enduit, par exemple, il faut que cette paille, elle tienne bien en place. Et pour bien tenir en place, eh ben, cette densité va nous permettre de s'assurer qu'on a un matériau qui est compact et homogène. Donc le lambda, hop, il y a plusieurs valeurs, ça dépend où on fait le test. En fait, c'est surtout qu'on prend des coefficients de sécurité qui ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Donc là, on avait un lambda de 0,046 en Belgique, 0,052 en France, avec l'ARE 2020. Et il me semble qu'à partir du moment où il y a une valeur qui est donnée quelque part en Europe, elle est censée pouvoir s'appliquer dans toute l'Europe. Donc, bon, on peut avoir plusieurs valeurs qui ressortent. Comme c'est un isolant qui est relativement épais quand on le met en œuvre, et qu'on va le mettre en isolation répartie, finalement, on va le mettre au milieu du mur. Ce n'est pas quelque chose, la plupart du temps, qu'on va rajouter sur un mur existant. Si on est en construction neuve, on va le mettre dans l'ossature, donc ça va faire l'épaisseur du mur. Eh bien, on va avoir un mur qui, finalement, ne va pas être si épais que ça, avec une bonne isolation répartie. Je pense notamment à la brique monomure. Il y a 10-15 ans, on nous disait le monomure c'est super, on fait de la brique, ça fait l'isolant en même temps, c'est super. Et par contre, on mettait des briques un peu épaisses. Finalement, on peut se dire la paille c'est pareil, mais beaucoup plus performant. Déphasage, résistance thermique. Alors sur le REI 120, coupe-feu 2 heures, c'est de la paille qui est enduite.
Comme je vous disais tout à l'heure, la paille de toute façon ne reste jamais brute. Et donc quand on fait un enduit, ça peut être un enduit à l'intérieur. C'est très intéressant de faire un enduit à la terre crue parce que la terre crue va être un très bon régulateur d'hygrométrie. Et je précise tout de suite, on peut avoir un enduit à la terre crue conventionnel. On peut avoir une finition blanche. Il existe de la terre blanche, de l'argile blanche. On n'est pas obligé de le faire sur la totalité de l'épaisseur de l'enduit. On peut faire simplement la couche de finition de la couleur qu'on veut et utiliser sinon sur le gros de l'enduit, du corps d'enduit, de la terre locale qui aura la couleur qu'elle a puisqu'on va la chercher à proximité. Historiquement, c'est ce qui s'est fait partout dans le monde. On utilisait des matériaux qui étaient locaux. Il n'y a que depuis qu'on a l'énergie facile qu'on va chercher des matériaux très loin de chez soi. Mais le bon sens voudrait qu'on prenne les matériaux qui sont les plus proches de chez nous. Alors l'assurabilité. Donc ça, c'est directement lié à ces règles professionnelles. Donc là, ça couvre tous les bâtiments qui ont le dernier plancher à 8 mètres. C'est en gros un R+2. Dès qu'on est au-dessus, on est en technique non courante. Ça permet déjà de couvrir un certain nombre de cas. Alors, évidemment, on est en plein Paris, on a des bâtiments à plus que R+2, mais c'est pas grave parce que je disais tout à l'heure qu'il y a eu énormément de bâtiments qui ont été construits initialement sans règles professionnelles et qui sont toujours en très bon état. Donc, la technique courante, ça simplifie un peu les choses, mais la technique non courante n'est pas du tout rédhibitoire. C'est tout à fait accessible. Il faut juste, et là je vais parler plutôt de la partie maîtrise d'ouvrage, il faut juste bien choisir son bureau de contrôle. Dire dès le début, attention, on va faire quelque chose de performant. Moi, je voudrais qu'on utilise de la paille. Et vu la typologie de notre projet, on sera en technique non courante. Pourquoi c'est important de le dire au début? Parce que le bureau de contrôle, quand il va vous faire son devis, eh ben, il va se prévoir un laps de temps pour étudier les documents qui seront transmis par les entreprises, par les bureaux d'études, pour valider la technique dite non courante. Il y a 10 000 bâtiments qui ont déjà été isolés en paille. Il y en a une bonne partie qui sont en technique non courante. Donc, ça fait un gros retour d'expérience. Et parmi les acteurs qui ont dans le domaine, les retours d'expérience, ils sont tout de suite mis en avant auprès du bureau de contrôle. Il y a des choses très ambitieuses qui se font sans faire d'essais particuliers, par exemple. Mais voilà. Et en plus, il y a une mise à jour de ces règles professionnelles qui essayent d'évoluer au fur et à mesure. Ça va être le cas notamment de l'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur. Les principes de parois en paille en construction neuve. Alors là, je ne vais pas tous les détailler, mais vous allez voir juste derrière moi, sur la table qui est derrière, des petites maquettes. Alors celles-ci, il faudrait ne pas les toucher. Pour toucher la paille, vous êtes les bienvenus sur la grande maquette qui est près du jour. Et là, vous allez déjà voir un certain nombre de modes constructifs en construction neuve, en rénovation, avec de l'ITE, avec de l'isolation répartie. Il y a vraiment plein de cas possibles et j'aurais tendance à dire qu'on peut en imaginer d'autres régulièrement. En tant que représentant du réseau français de la construction paille, nous, on fait la promotion de la paille au sens large. Directement du champ, ça peut être une paille qui a été retravaillée. Parmi les intervenants ici, il y en a qui finalement refaçonnent des bottes de paille pour les faire à des dimensions plus standards par rapport aux habitudes constructives actuelles. Je vais parler en particulier du DTU 31.2 sur l'ossature bois. C'est vrai que si on prend ce DTU qui est prévu pour des isolants conventionnels, c'est-à-dire une ossature tous les 60 cm à peu près, eh bien, la botte de paille, elle ne correspond pas tout à fait à ce standard-là. Donc, il y a deux options. Soit on adapte l'ossature et on va mettre plus de bois, soit on adapte la paille à l'ossature. Et c'est là où c'est intéressant finalement d'avoir des entreprises qui vont récupérer des gros runeballers de paille, les dérouler, les refaçonner et les represser aux dimensions voulues. Et là, je laisserai les autres personnes se présenter après. Donc là, c'est différents modes constructifs. Oui, je parlais donc de la remise en forme de bottes de paille. Il y a une chose qui s'est beaucoup développée aussi, c'est ce qu'on appelle la botte de 22 cm. Pourquoi 22 cm? En fait, historiquement, c'est parti du principe qu'une botte de paille classique, ça fait 36-37 cm d'épaisseur, 46 cm de largeur,
Puis la longueur, elle est variable, c'est l'opérateur qui l'a choisi. Mais généralement, ça va entre 80 cm et 1 mètre, 1 mètre 10. Pourquoi les dimensions? Il y a 2 dimensions qui sont assez figées. C'est qu'il y a un canal dans lequel est pressée la paille par la botteleuse. Et ce canal, en fait, il a été établi, je pense, dès le Nebraska, parce que je crois que c'est en plus 36, 46, ça doit être un chiffre à peu près rond en pouces. Et en fait, tout le monde a utilisé le même standard. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a cette dimension-là. Si je pose ma botte à plat, que je la coupe au milieu, eh bien, je vais avoir 2 ficelles, une qui va tenir un bout de botte, l'autre qui va tenir l'autre bout de botte, et on va retrouver une épaisseur d'à peu près 22 cm. Donc, il y en a qui se sont dit, bah, tiens, je veux faire une isolation moins épaisse, en particulier pour la rajouter sur un mur existant. Comment faire avec une botte qui vient du champ? Bah, finalement, ils se sont dit, en la coupant en 2, c'est facile. Bon, c'est là l'origine pour moi de l'épaisseur de 22 cm qu'on retrouve souvent. Mais aujourd'hui, les fabricants de bottes de paille à façon, ils savent vous faire d'autres épaisseurs si vous les contactez ou vous leur demandez. Il y a aussi la paille hachée. C'est aussi un autre mode de mise en œuvre de la paille qui est aussi très intéressant, qui va être complémentaire. Moi, ce que je vais dire aussi, c'est que toutes ces formes de paille sont complémentaires. Il y a des choses qui vont être très intéressantes en préfabrication, il y a des choses qui vont être très intéressantes en mise en œuvre in situ, en rénovation, en neuf. Enfin, finalement, tous ces dérivés de la botte de paille qui vient du champ, ils ont été inventés pour répondre à des besoins. Donc, ça répond à des besoins qui sont à chaque fois spécifiques, et c'est pour ça qu'il y a une gamme assez large. Il y a aussi les panneaux de paille compressés qui sont intéressants aussi, mais quelqu'un d'autre vous les présentera. Hop. Construire. Mais c'est Loïc, ça, non? Merci beaucoup, Julien. J'espère que ça vous a donné envie de construire en paille. En tout cas, ça montre qu'il y a énormément de solutions qui existent, qu'elles soient en technique courante, en technique non courante, et que, en fait, il y a 10 000 bâtiments aujourd'hui qui sont construits en paille en France. Donc, c'est même plus la question est-ce que c'est possible ou pas. Ça se fait. Et d'ailleurs, on le fait chez AREP. Donc là, l'idée, c'était juste de vous montrer, si vous avez envie de vous y mettre quelques petits tips et puis montrer un peu les projets qu'on fait, enfin, qui sont faits. Les 3 points un peu principaux, c'est s'informer, donc ça, Julien l'a rappelé. En 1, les règles professionnelles, tous les éléments qui sont sur le site du RFCP, tout ça. Et puis le domaine paille, je vais y revenir. S'entourer avec les spécialistes. Donc, je ne me suis pas présenté au début, mais voilà, bonjour, Loïc Tchernatinski. Donc, je suis chez AREP Management de Projet, AMO, et je suis référent paille AREP et accessoirement coprésident du collectif paille aussi. Donc, il n'y a pas de panique, il n'y a pas d'imbrication, je ne touche pas de commission. Et donc, voilà, donc il y a à la fois, voilà, vous avez des référents en interne et puis des experts spécialisés à disposition du RFCP. Et après, se former, je reviendrai sur les formations. Donc, en ressources, vous avez déjà en interne. Alors, oui, le deuxième point que je n'ai pas dit, c'est que normalement, il y a aussi présent ici à la fois les maîtrises d'ouvrage SNCF et on a invité aussi les maîtrises d'ouvrage de la ville de Paris ou les agents de la DCPA. Donc, je ne sais pas s'il y en a. Normalement, il y en a une petite partie par ici. Bon, mais donc, ça s'adresse à vous aussi, mais potentiellement pas sur tous les. Mais donc voilà, donc en interne REP sur le domaine paille, vous pouvez vous inscrire. Il y a tout un tas de documentations qui sont recensées avec tous les essais, les ATEX, les références de contact, ce genre de choses. Les fiches MC2B aussi, donc il y en a maintenant 6, je crois, qui sont sur les techniques constructives paille, avec tout un tas d'informations qui viennent d'être mises à jour en partie. Il y a quelques maquettes aussi que certains fournisseurs nous ont gentiment données et que donc vous pouvez retrouver avec les différentes techniques. Et puis voilà, tout ce qui est sur le site du RFCP. Là, vous allez sur le site du RFCP, vous avez les maquettes BIM de chaque technique, vous avez les essais acoustiques, feu, tout ça. Avec ça, normalement, il n'y a pas de problème.
Et en interne, voilà, donc les référents, à la fois paille et les autres référents, donc qui seront normalement présents, qui se baladeront ou qui seront assis là, si vous voulez aller les voir, notamment terre, puisqu'on ne construit pas seulement avec la paille, mais c'est paille bois, et en général on dit BTP bois terre paille. Et donc là, ça prend tout son sens, plus la matériauthèque. Voilà. Et aussi en externe, donc ce qui s'est fait sur les projets qui ont été réalisés chez AREP, puisque pour pouvoir concevoir en paille, être assurable en paille, il faut qu'au moins quelqu'un du groupement de maîtrise d'œuvre ait fait sa pro-paille. Donc la formation, j'y reviendrai après. Et donc, ce qu'on a fait sur les projets AREP, c'est de faire appel à un expert paille certifié par le RFCP, dont je crois qu'il y a Maël Steck qui est là, voilà, qui a travaillé sur plusieurs projets AREP. Et donc, ils vont être là justement pour accompagner. Donc, si vous avez un premier projet où vous avez envie de faire de la paille et vous avez des petits doutes et tout ça, c'est bien de faire appel dès le début de la conception pour éviter certains écueils de dimensionnement, ce genre de choses. Et après, ils seront là aussi, même en phase réa, pour faire quelques visites, s'assurer qu'il n'y a pas de problématiques particulières, que ça a été mis conformément aux règles pro. Voilà. Et donc, vous pouvez, sur l'intranet, pareil, vous avez les contacts et tout ça. Et voilà, chez AREP, on le fait déjà. Donc, il y a 5 et même 6 projets en cours, dont un qui a été livré, qui sont principalement des technicentres et des bâtiments de bureaux ERT de technicentres, mais aussi un bout de RP. Et ça fait au total environ 790 mètres cubes de paille. Donc, c'est assez énorme. Je ne sais pas ce que ça représente si quelqu'un a un ratio, mais c'est quand même assez impressionnant. Principalement sur du MOB ou du FOB, donc des structures bois, soit non porteurs, soit porteurs. Et à la fois avec des bottes de 36 et des bottes de 22. Donc ça, je crois que Julien l'a peut-être pas dit, mais c'est les deux dimensions à peu près classiques qu'on utilise, même si avec les bottes à façon, on sait avoir d'autres dimensions, mais voilà, c'est les principales. Et donc voilà, et donc c'est des projets on a qui sont affichés là-bas, donc vous pourrez aller lire et regarder un petit peu, et éventuellement contacter les directeurs de projet ou personnes concernées, ou les entreprises, notamment Isovu qui est là et qui a fait au moins 2 projets avec nous. Et donc voilà, c'est Technicentre, donc des fois c'est une structure béton toute simple, je ne vais pas dénigrer le projet, une structure béton, et les façades de ossature bois qui sont accrochées dessus sur toute la partie périphérique. Nous, des bâtiments de bureaux en mur ossature bois, là pour le coup porteur, et de 2 niveaux. Donc à chaque fois on est dans les règles pro. Enfin là on est dans les règles pro. Voilà, je les passe rapidement, hein. Vous avez les fiches là-bas. Là c'est centre de maintenance à Persan-Beaumont. Donc tous ces projets principalement sont dans le pôle bâtiment industriel, aussi parce que Léonard Hamburger pousse pas mal sur ce sujet-là, et donc puiser dans les équipes, mais ça ne veut pas dire que les techniciens sur lesquels on peut le faire. Même instinctivement, on pourrait se dire technicien c'est le plus compliqué. Bon, ça se fait aussi, et ça a plein d'avantages aussi, rien qu'acoustiquement, vu qu'on est à proximité des chemins de fer, c'est vrai que ça c'est un avantage non négligeable. Voilà, encore technicien de Dijon. Où là, c'est la partie bureau sur le côté. Toute cette façade-là qui a été posée, qui est posée d'ailleurs, je crois, qui a été posée en FOB, façade ossature bois. Et là, sur la gare maritime de Saint-Malo, c'est une partie du mur qui est à ce niveau-là, qui est isolée en paille avec un revêtement, une finition pierre sur l'extérieur. Donc là aussi, vous verrez, il y a des projets qui sont exposés, qui ne sont pas des projets AREP, mais qui sont d'autres projets, différentes techniques qui ont été mises en œuvre, que ce soit les ITE, paille porteuse, et même un projet qui a une finition. Donc ils ont déposé un ATEX pour cette technique-là, mais sur l'ossature bois, finition brique. Donc on a tendance à se dire oui, mais moi mon projet, il ne peut pas parce que j'ai un sujet
architecte du bâtiment de France, même en briques, on peut le faire. Et en enduit, vous verrez avec Aubois qui a ramené une maquette aussi avec des enduits de finition plâtre qui sont voilà, des finitions avec moulure. Si on veut refaire un bâtiment type haussmannien avec finition enduit, on sait le faire. Voilà, et donc ça c'est sur les ProPaille. Donc si vous avez envie de vous former, aller plus loin, la formation principale c'est la ProPaille ici en 5 jours, qui voilà, c'est la version plus de l'atelier que vous allez expérimenter tout à l'heure, où vraiment on met la main à la paille. Pardon. Et ensuite, il y a plein d'autres formations qui sont soit pour approfondir, donc pour aller plus loin, 2 jours en plus, pour voir vraiment voir les sujets vraiment économiques, voilà, les aspects techniques très précis. Pour la maîtrise d'ouvrage aussi, il y a des formations spécifiques. Et puis pour tous les acteurs projets, que ce soit voilà, les charpentiers, ceux qui vont faire les enduits, voire même voilà, les spécialistes CVC, parce que comment on passe aussi les réseaux, ça pose certaines questions des fois, et bureau de contrôle. Donc voilà, après si il y a beaucoup de gens qui veulent faire une ProPaille aussi, on peut organiser une séance de groupe. Peut-être que ça peut être aussi intéressant, donc n'hésitez pas à revenir vers moi, on pourra voir ça. Et voilà, et donc maintenant je vais laisser les entreprises qui sont présentes se présenter. Alors ils ont quelques slides, l'idée c'est 1 minute par entreprise, comme ça juste vous voyez un peu tous les trucs, et puis après vous les retrouvez derrière à leur stand, et vous leur posez des questions. Je ne sais pas dans quel ordre c'est. Profibre. Allez. Merci à toi. Ça marche. 30 secondes. Très bonne journée à tous. Donc bonjour, je suis David Lebégag, donc je suis le co-dirigeant de Profibre. Nous, on est une jeune entreprise basée en Vendée, première entreprise à industrialiser les bottes de paille. Je crois que ça passe tout seul, mais c'est pas grave. Pourquoi la paille? Ça y est, vous avez tout compris. Du champ au chantier, je ne sais pas comment ça s'arrête. J'ai une culture Minitel, moi, à la base. Ok, bon, on s'en fout. Ouais. Parce que là, il me reste 10 secondes. Ok, l'idée, c'est un peu à l'instar d'une scierie d'acheter des grumes de paille et puis de les défaire. C'est ça notre innovation, on va dire. Et puis d'avoir surtout créé des machines pour faire des bottes de paille au format adapté à l'ossature bois. Donc jusqu'ici, l'ossature bois doit s'adapter au format du machinisme américain du 19e. Et donc voilà, on a créé des bottes qui s'adaptent à l'ossature bois. Ça fait assez plaisir de voir autant de monde, c'est assez émouvant quand même, aussi des vieux de la vieille, et puis des jeunes arrivants. J'adore le concept d'entreprise université, là, ça me bouleverse. Donc bravo à vous, et puis à tout à l'heure. Sans slide, hein, comme ça. Oui, l'idée, c'est parce qu'on est basé en Vendée, donc on a des bottes de paille qui sentent l'iode de l'Atlantique. Donc c'est un petit plus produit, qui est aussi une botte dépoussiérée. Et donc l'idée, évidemment, c'est d'aller installer des lignes au plus près des chantiers. Donc pour l'instant, vous avez le bonheur d'avoir des bottes qui sentent la mer. Mais très bientôt, on viendra très près d'ici, par exemple. Donc voilà l'idée quand même, pour relocaliser l'économie. Bonjour à tous. Je suis Cédric de Fibraterre. Voici Alain Lebert, et pas Lebert de Fibraterre. Nous sommes une entreprise encore plus jeune. Nous sommes situés en Normandie, à 131 km d'ici. Et nous avons une vision... Ouais, je me mets encore. Une vision industrielle de la chose pour produire des panneaux isolants en paille. Et le but, pour nous, c'est de simplifier et de massifier l'usage de la paille dans les bâtiments actuels. Pour ça, on propose notre vision industrielle. On a 2 lignes de production qui sont vraiment adaptées aux dimensions des matériaux d'aujourd'hui, 56 et 120 cm.
Et on propose un panneau qui est adaptable à tous les modes constructifs que vous pouvez utiliser. Neuf, réa, ITE, ITE sous enduit, ITE sous bardage, remplissage d'ossature bois. On s'adapte à des ossatures de 145, à des ossatures de 220 et du il faut, mais pour ça la botte est peut-être plus indiquée. Je ne vais pas refaire tout l'explicatif de la paille, vous la connaissez bien, ou alors vous avez des fiches pour ça. Juste pour dire qu'on a caractérisé notre panneau avec un lambda de 0,042, ce qui est un très bon chiffre pour nous. Et comme la botte, on est sur une densité assez forte. Donc avec un bon lambda et une densité forte supérieure à 100 kg par mètre cube, on arrive avec un très bon confort d'été et un très bon confort d'hiver. Et on est sur un matériau qui est très respirable, donc très bon confort hygrométrique et respect du bâti ancien pour tout ce qui est ITE. Et ça, c'est super important. Quelques exemples de pose de mode constructif. ITE chevillé sur la paroi, ITE avec une ossature reportée un peu comme des caissons, ITE avec bardage sous équerre et ossature primaire qui est rapportée en bout d'équerre. Et tout au bout, à gauche, à droite, pardon, remplissage de 20 mm. Voilà, on se voit sur le stand. Excusez-moi, on me demande l'épaisseur de panneau. On a plusieurs épaisseurs en standard, on va de 7 à 11 cm. Donc pour remplir du 220, on fait 2 x 11, par exemple. Là, vous pouvez. Merci. Yellow, la paille hachée. Bien. Ah oui. Petite inversion de... C'est un peu dyslexique mon nom, mais c'est pas grave, on avance. Voilà. Je vais être très rapide. Bonjour, je suis aussi ravi de voir tant d'intérêt pour la paille. Je ne vais pas reparler des avantages de la paille parce que tout le monde le fait, nous on a les mêmes. Par contre, on a une petite différence dans comment on fait la mise en œuvre. Julien en a parlé, nous c'est le versant paille hachée qui est donc pas du tout à fait complémentaire aux autres solutions, notamment la botte, et qui sert dans certains cas d'usage très précis, qui sont l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de... C'est posé par insufflation, donc un peu comme la ouate de cellulose, donc avec des machines à insufflation, et on arrive à la pression nécessaire, donc on crée des caissons pour les mettre dedans, donc en fait c'est un peu juste une mécanique différente pour arriver au même résultat, mais avec l'avantage, la chose différenciante, c'est que on n'a pas d'épaisseur standard, on fonctionne en fonction de la taille du caisson, en fait il se remplit, donc si vous voulez des tailles exotiques, si vous faites la réhabilitation, il y a des murs non plans ou des problèmes auxquels vous voulez vous adapter et que la botte, juste d'un point de vue dimensionnel, est compliquée. Et puis l'autre chose aussi, c'est dans le cadre de l'industrialisation, avec les tables d'insufflation, ça permet de faire des grandes quantités très rapidement avec un processus un petit peu plus industrialisé. Voilà. Je vais regarder quand même ce qu'il y a sur les slides. Pas des avantages, ça c'est à peu près les mêmes. Si vous n'avez pas encore compris, inertie, confort d'été, notre lambda et tout ça, il faut vous le repasser en boucle la nuit. Voilà. Ça c'est notre équipe. Donc Yellow, on est... Alors je vais terminer parce que je dois arriver presque à la fin de ma minute déjà, mais on est une coopérative. Notre objectif, notre raison d'être, c'est d'aider les agriculteurs à valoriser un coproduit. Donc, on travaille avec des coopératives agricoles et dont la première, on est un petit peu dans le même modèle, c'est-à-dire qu'on a un premier site de production. Plus il y a de demandes, plus on va les répartir sur le territoire en travaillant avec d'autres coopératives. La première est à Bonneuil-Mautour, entre Poitiers et Châtellerault. Nous, notre entreprise est basée à Limoges et on travaille on est en train de développer de nouveaux sites de production avec d'autres acteurs sur le territoire. Voilà, ça c'est notre petite équipe. Et voilà, c'est tout ce que j'avais. Et donc, voilà, je vais juste conclure en disant que donc on offre une alternative comme sur le site de la Comédie Française mis en œuvre sur le même chantier et qui peut répondre à plein de questions. Et je serai là tout à l'heure si vous voulez voir le produit ou en entendre plus. Voilà, merci. Merci. Au bois, Maxime. Attends, je le prends. J'appuie sur le bouton.
La petite flèche. Ok. Donc moi je suis Maxime Brard. Donc je représente la société Au Bois. Donc nous on est à 3 dans l'Aube, à 150 km à l'est de Paris. Et notre particularité, c'est d'être à la base des charpentiers. On fait beaucoup de charpente, ossature bois, des planchers. Et donc on a une usine à Tonnerre, dans la diagonale du vide, qui, qui fait tout ça. Et on a une deuxième usine qu'on est en train de complètement équiper. On est en train de faire beaucoup de travaux en ce moment, là, qui, dans les photos, sont visibles juste derrière, qui fait 11 000 m² sur 10 hectares. On va faire tout ce qui est biosourcé. Donc on va faire évidemment la paille. On a l'ambition d'avoir notre propre production de paille, j'espère, avec les qui viennent de passer sur notre propre site, parce que tout autour de chez nous, on a une production de paille qui est énorme. En plus d'avoir la chanvrière de l'Aube qui est à 36 km de chez nous et qui est la plus grosse chanvrière d'Europe et qui est la plus productive du monde, on a un accès à la paille. Donc le principe, c'est de se dire, on est à 2 heures de route de Paris, on a tout à 30 km de chez nous, on est capable de tailler du bois, de travailler avec du bois de France et d'être en fait aux portes de l'Île-de-France pour tous vos projets et de pouvoir vraiment faire du local. Et alors ce que je vais vous présenter, bon, là, ce qu'on va vous présenter ici sur le salon, parce que maintenant que vous avez vu la paille sous tous ses aspects, nous ce qu'on souhaite développer, c'est l'industrialisation de la paille. Notamment avec une première couche d'enduit, c'est-à-dire un renformis qu'on va mettre avec des plâtres qui viennent de chez Vieuxjo. Donc Vieuxjo, c'est des plâtres qui ont leur carrière à Montmorency, dans l'Île-de-France, et qui sont fournisseurs des plâtres que vous avez sur tous les bâtiments parisiens. Donc là, ça c'est un mur type qu'on va faire en ITE, donc c'est de la FOB, on va pouvoir amener justement sur une expérimentation qu'on va faire. En fait, c'est un projet là qu'on va faire mi-2026, où ils ont eu la bonne idée en fait de mettre un enduit ciment sur ce qu'il y avait à côté à droite. Et nous, on va revenir et on va faire de nouveau ce qu'il y avait à côté à droite en isolant avec de la paille. Voilà. Donc on va améliorer la qualité architecturale des cours intérieures parisiennes en arrivant avec des petites FOB qu'on va pouvoir lever avec des systèmes de treuil et des rails pour aller justement là où on ne peut pas toujours aller, pour aller faire de la rénovation. C'est bien sûr valable sur le neuf, sur de la paille où on est en 36 pour faire du neuf. On fait aussi tout ce qui est à base de terre crue, etc. Donc voilà, donc on va aller sur tous ces aspects-là. J'ai dépassé, je suis 1 minute 30 facile. Voilà, donc merci. Merci Maxime. Et on passe à Isovou, qui du coup a fait 2 projets avec nous. Bonjour tout le monde, Isovou, Pierre Yoncos. Nous, notre raison d'être, c'est de vous accompagner à piétiner le polystyrène en utilisant du biosourcé à la place, bien évidemment. Donc, on est une entreprise aussi jeune qui a maintenant 2 ateliers, un dans le 71 et un dans le Jura. Voilà, donc on produit en moyenne 24 000 m² de meubles en paille, en bottes de 36, bottes 22, paille hachée, mais pas que, ouate de cellulose, un peu de laine de bois de temps en temps aussi. Ensuite, c'est déjà passé, ça c'était une surprise de mon assistante. Clairement, on a fait des petits projets avec certains d'entre vous, notamment 2 technicentres, la Comédie Française aussi en botte de 22 en FOB. Donc on est capable à des travaux de réhab ou comme des travaux neufs sur tout le territoire, avec les charpentiers partenaires et locaux. Voilà, si vous avez des questions, on sera juste à côté de vous. Merci. Merci. Et je crois que c'est le dernier, Méa, qui est là. Bien, bonjour, Arnaud Galli, Société Méa. Donc, nous sommes une entreprise de charpente couverture à la base, une entreprise qui a pratiquement bientôt 50 ans, donc c'est quand même pas mal. Et nous nous sommes lancés dans la construction paille il y a une quinzaine d'années, avec un projet Les Boutours, une école des Boutours à Rosny-sous-Bois. Et
Depuis, nous en faisons pratiquement, c'est peut-être un tiers de nos chantiers en construction paille. Après, on utilise beaucoup de laine de verre, laine de bois, enfin toutes sortes, prend vraiment de grosses proportions. En 36 ou en 22, mais voilà, nous sommes une centaine de personnes. Nous sommes basés à Valenton, qui est à 10 km de Paris, donc avec un grand centre de production qui fait environ 11 000 mètres carrés, donc avec 2 ateliers, avec 2 machines numériques. Et nous venons de créer un nouvel atelier biosourcé à Moissy-Crémaillel. Donc là, ce serait que pour la paille, justement, pour enlever la paille de nos ateliers à nous. À l'heure actuelle, on a fait, et c'est un entrepôt qui fait 3000 mètres carrés à peu près. Voilà. Voilà les genres de construction qu'on peut faire. On fait aussi bien des écoles, des petites constructions comme des écoles. Là, en ce moment, on fait une construction, la Maison de la Nature à Périgny-sur-Yenne, avec enduit à l'intérieur terre, prix de la région, juste sur le même site, et à une extérieure enduit chaud. Voilà. Bah ouais, j'ai éteint. Voilà. Les boutons. Et on fait, oui, il y a Wallop aussi, on fait partie aussi de Wallop, avec du béton de chanvre, voilà, qui est dans le nord de Paris. Voilà, merci. Et Cococon. Merci Loïc. Je vais essayer de faire 1 minute. Donc nous, on est... Ah non, c'est dans l'autre sens. Pardon. Donc nous, on fait de la construction mur, ossature en bois, isolation en paille. On est les seuls, je pense. Enfin, pas vraiment. La différence avec les autres, c'est que nous, on a vraiment insisté sur le côté industriel. Et donc, on a vraiment développé depuis 17 ans une ligne de production où la paille va être mise en place par une ligne de production comme dans l'automobile. Et le but, c'est vraiment d'aller chercher des chantiers qui sont réservés aujourd'hui à de la laine de verre, à de la laine de roche, sur laquelle on ne peut pas vraiment mettre de la paille ou du biosourcé parce qu'on n'aurait pas le temps, on ne pourrait pas assurer la qualité sur des volumes tels que ça. Et donc, l'année dernière, on était très fiers, après 5 ans de R&D, de sortir notre nouvelle usine, donc qui est entièrement robotisée pour le coup. La paille d'un côté, il ressort des caissons finis. Et cette année, on a travaillé sur des projets assez intéressants, et notamment, on était assez fiers de travailler sur le plus grand bâtiment bois d'Europe. Et on a la chance, la filière paille, que le plus grand bâtiment bois d'Europe soit isolé en paille à 100%. Tous les murs du bâtiment sont isolés en paille. Donc, il y a près de 40 000 mètres carrés de paille. Et ça, c'est peut-être possible justement que grâce à des techniques novatrices, des gens qui font des bottes à façon, des gens qui font de la paille insufflée et des gens qui se mettent à mettre des murs paille avec des robots. Voilà, ça, c'est ce qu'on fait. Et on est présent dans tous les pays d'Europe quasiment et aux US. Voilà, Geoffroy l'a très bien résumé, c'est que au final la filière elle se structure petit à petit. Là, elle commence quand même à être plutôt bien structurée, mais ça peut pas être possible sans les projets derrière qui soit innovent, soit renforcent les techniques qui sont actuelles. Et donc, par exemple, si il y a des solutions techniques qui sont, admettons, un peu loin du site de projet, on peut quand même se dire, comme c'est des techniques innovantes, ok, on va aller les chercher. Peut-être que sur ce projet-là, en termes de carbone, c'est pas intéressant, mais au final, si ça dynamise la filière et que petit à petit les entreprises s'implantent et que ça permet de faire fonctionner cet écosystème, c'est tout à fait valable comme raison, on va dire. Et donc, vous avez quand même vu qu'il y a beaucoup d'entreprises là en Île-de-France ou en France de manière générale qui savent répondre à des chantiers de toutes dimensions, techniques qui existent. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à le faire, j'ai envie de dire. Et voilà, vous pouvez aller les voir. Pas hésiter à leur poser des questions. Qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, voilà, donc ils sont tous résumés là. Il y a les ateliers donc, qui commencent forcément avec un peu de retard, mais voilà, ça va se décaler. Vous faites
il y a des inscriptions, mais voilà, vous pouvez écouter, suivre. Il n'y a pas de limite particulière. On essaiera de faire au mieux pour que ça ne soit pas trop le bordel. Et donc voilà, les entreprises, la petite expo qui est là et les projets, n'hésitez pas. Ça, c'est un peu en avant-première. C'est donc ce que disait Julien, le livret paille qui a été réédité. Qui n'est pas encore sorti en papier. Vous l'avez en expo, là, profitez-en. Et voilà. Et donc, je remercie particulièrement Sophie qui n'a pas pu être là, mais qui peut-être écoute, qui m'a aidé à organiser ça, et Cécile, avec beaucoup d'entrain, et Élise Dajon pour le soutien. Et voilà, et toutes les autres personnes présentes. Merci.